Imaginez une soirée tout à fait ordinaire. Le téléphone sonne, la voix de votre enfant adulte est amicale, mais après quelques minutes, la conversation se tarit, comme si quelqu'un avait fermé le robinet. Ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas de l'ingratitude. Souvent, ce n'est qu'un petit moment anodin, une question qui semble de routine et pourtant agit comme un examen. Plus nous voulons savoir, moins nous écoutons vraiment. Plus nous contrôlons, plus la distance s'installe rapidement. C'est ce paradoxe que vivent de nombreux parents en Europe, surtout au troisième âge. On veut être proche, mais les questions familières d'autrefois ne correspondent plus à une vie qui est depuis longtemps autonome. Aujourd'hui, nous abordons ce paradoxe avec attention et sans jugement. Nous adoptons une attitude calme, respectueuse et en même temps claire. Les enfants adultes ne sont pas des dossiers à classer, mais des personnes avec un rythme qu'elles déterminent elles-mêmes. Si vous adoptez ce point de vue, le ton de vos conversations changera, de la pression à la confiance, de l'interrogatoire à la rencontre. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Vous entendrez bientôt des formulations que vous pourrez essayer dès aujourd'hui. De petits ajustements linguistiques qui ne forcent pas le silence, mais ouvrent la conversation. Car les mots sont des portes. Certains ne laissent entrer que de l'air froid. D'autres ouvrent un espace chaleureux. Vous connaissez peut-être les deux phrases qui peuvent tout faire basculer. Combien gagnes-tu maintenant ? Ou quand est-ce que ça va enfin se concrétiser pour le mariage ? Ces questions ne sont pas mal intentionnées à la base, elles proviennent d'une inquiétude. Mais pour un enfant adulte, elles sonnent comme des critères d'évaluation. En période de loyers élevés, de contrats incertains et de ressources temporelles limitées, elles peuvent résonner comme un écho d'attentes auxquelles on ne satisfait jamais pleinement. Et si vous changiez de perspective, en vous éloignant du résultat pour vous tourner vers l'expérience ? Non pas « Comment ça se passe au travail ? Tu vas bientôt avoir une promotion. » Mais plutôt « Comment te sens-tu avec ce que tu fais en ce moment ? » Sentez-vous la différence dans votre corps lorsque vous prononcez ces phrases à voix haute ? L'une contracte, l'autre détend. Notre objectif est simple, des conversations plus longues, des visites volontaires, des mots honnêtes, sans que vous ayez à exiger ou à insister. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'une formation en psychologie, mais de 3 principes simples que nous développerons au cours de cette série. Nous laisserons de côté les questions d'argent, qui souvent provoquent de la honte, jusqu'à ce que votre enfant tourne lui-même la clé. Nous considérerons les projets de vie, partenariats, enfants, comme des décisions personnelles qui méritent le respect, même si notre cœur connaît le désir. Et nous accompagnerons les parcours professionnels avec une vision large, moins de jugement, plus d'encouragement. Ce ne sont pas des théories, mais des attitudes éprouvées qui ont apporté un soulagement notable dans de nombreuses familles européennes. Que gagnez-vous en pratiquant ces attitudes ? D'abord du temps, non pas en semaines calendaires, mais en minutes de présence réelle. Les appels deviennent plus longs parce que personne ne se met plus sur la défensive. Ensuite, de la profondeur, parce que votre enfant n'a pas à maintenir une façade, mais peut montrer sa vie intérieure. Et enfin, de la confiance, ce fondement silencieux sur lequel on peut aussi porter ensemble des difficultés, sans que personne ne se sente diminué. Bien sûr, toutes les conversations ne réussiront pas immédiatement. Mais une seule question, posée avec précaution et différemment, peut changer le ton de toute une soirée. Ne serait-il pas réconfortant que votre prochain appel ne se termine pas par un soupir,
mais par le sentiment. Nous nous sommes rapprochés. Faisons un petit essai avant d'entrer dans les détails. Imaginez l'ouverture habituelle. Alors, le travail, ça va? Essayez aujourd'hui de la remplacer par « J'ai pensé à toi ». Qu'est-ce qui t'a fait plaisir cette semaine? Ou au lieu de « Y a-t-il enfin des nouvelles concernant ?» Simplement « Comment va ton cœur avec tout ce qui t'attend ?» Vous n'avez rien à analyser, rien à résoudre. Votre tâche est plus modeste et en même temps grande. Maintenir l'espace. Comment votre propre corps change-t-il lorsque vous commencez ainsi? La voix devient-elle plus douce? Le souffle plus calme? Dans les prochaines parties, nous vous guiderons à travers des situations concrètes, vous montrerons des conversations avant-après, issues de la vie quotidienne européenne, et vous donnerons des phrases qui évitent la pression, tout en étant claires. Vous verrez comment les appels téléphoniques obligatoires redeviennent des contacts vivants. Et vous êtes invités à nous contredire, à poser des questions, à partager vos expériences. Qu'est-ce qui a déjà fonctionné de manière surprenante dans votre famille? Quand avez-vous remarqué pour la dernière fois qu'une seule phrase avait tout rendu plus facile? Si vous le souhaitez, essayez dès aujourd'hui une seule chose. Remplacez une question d'examen par une question émotionnelle. Rien de plus. Observez ce qui se passe. Pourquoi ce sujet est-il si crucial en Europe? La réponse réside dans la réalité de vie de nos enfants. Quiconque vit aujourd'hui à Berlin, Paris ou Zurich connaît la pression. Loyers élevés, contrat de travail incertain, une vie quotidienne accélérée entre le travail, les trajets et les attentes numériques. Auparavant, il était évident pour de nombreux parents de poser des questions sur les revenus, les projets de mariage ou les perspectives de carrière. À une époque où les biographies étaient plus linéaires, ces questions sonnaient comme une préoccupation normale. Aujourd'hui, cependant, elles ressemblent rapidement à des examens qui déstabilisent un équilibre déjà fragile. Car nos enfants naviguent dans une Europe en constante mutation. Nouvelles formes de travail, fondation de familles tardives, espérance de vie plus élevée. Pour les parents de plus de 60 ans en particulier, cela crée un dilemme. On veut prendre part, aider, soutenir. En même temps, on sent que les questions familières n'apportent plus la proximité souhaitée. Au lieu de cela, c'est le contraire qui se produit. Les conversations se raccourcissent, les visites deviennent plus rares. Un petit enfant peut nous apporter de la joie, mais la décision à ce sujet ne nous appartient pas. Un métier stable peut nous rassurer, mais le chemin pour y parvenir est aujourd'hui moins direct qu'avant. Cela ne signifie pas que les parents doivent se taire. Cela signifie que nous apprenons à parler différemment, avec respect pour l'autonomie et un véritable intérêt pour l'expérience vécue, pas seulement pour le résultat. Des études de l'OCDE et d'Eurostat montrent depuis des années que les jeunes adultes se marient plus tard, ont des enfants plus tard et changent plus souvent de profession que leurs parents. Ces tendances ne sont pas une faiblesse individuelle, mais l'expression d'un changement social. Les mères ou les pères qui appliquent les anciennes normes risquent de créer involontairement de la distance. Mais ceux qui acceptent le changement signalent « Je te vois dans ton monde, pas seulement à travers mes lunettes ». Et c'est précisément là que réside la chance de nouvelles formes de proximité. Imaginez une fête de famille européenne, dans un salon à Lyon, Vienne ou Copenhague. 3 générations sont assises ensemble. Le grand-père demande « À combien s'élève votre crédit maintenant ?» L'ambiance se tend, la petite fille sourit, gênée, mais la grand-mère dit « Raconte-moi plutôt ce qui t'a fait plaisir cette semaine.
Soudain, la petite fille s'ouvre, parle d'un nouveau projet, d'une balade à vélo le week-end, des rires avec des amis. Un minuscule changement de perspective, et pourtant, il transforme toute l'atmosphère. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'avec l'âge, les relations ne reposent plus uniquement sur l'aide matérielle. De nombreux parents de plus de 60 ans sont autonomes. Le plus grand cadeau qu'ils puissent faire à leurs enfants est la sécurité émotionnelle, une conversation sans examen caché, une écoute sans attente tacite. Ce n'est pas un luxe, mais une base sur laquelle la confiance grandit. Et la confiance, à son tour, est la clé pour que les enfants appellent d'eux-mêmes, partagent leurs soucis et laissent naître une véritable proximité. C'est pourquoi cette approche en vaut la peine. Elle ne demande pas de grands gestes, seulement un petit changement de mentalité. Ne demandez plus « Quand vas-tu réaliser ce que nous attendons ?» mais plutôt « Comment te sens-tu avec ce que tu vis en ce moment ?» Ainsi naît ce que de nombreuses familles européennes désirent. Moins de disputes, moins de silence, mais plus de chaleur et de respect mutuel. Le premier principe semble plus simple qu'il ne l'est. Ne posez pas de questions d'argent. Dans de nombreuses familles, il est de tradition de s'informer sur les revenus, les économies ou les dépenses, par souci sincère, parfois aussi par curiosité. Cependant, du point de vue des enfants adultes, de telles questions se transforment en poids qui pèse sur leurs épaules. Gagnes-tu assez? Avez-vous des dettes? Ou combien vous coûte le logement? Toutes ces phrases, même si elles sont bien intentionnées, peuvent donner l'impression qu'il faut se justifier. En période de hausse du coût de la vie et de marché incertain, cela agit comme un rappel constant de sa propre vulnérabilité. Prenons un exemple de la vie quotidienne en Allemagne. Une mère appelle son fils, qui vit avec sa famille dans un appartement en location. Elle demande « Avez-vous réussi à mettre de côté des fonds propres pour une maison ?» Pour elle, c'est une expression de préoccupation. Pour lui, cela sonne comme une critique. Nous n'arrivons pas à atteindre le niveau que mes parents attendent. Au lieu de la proximité, une résistance s'installe. Le fils écourte la conversation, répond par monosyllabes et met fin à l'appel plutôt que nécessaire. Beaucoup connaissent ce schéma. Plus la question est fréquente, plus le contact est bref. Pourquoi les questions d'argent sont-elles si délicates? Parce qu'elles peuvent véhiculer différents messages qui déstabilisent les enfants. Peut-être pensent-ils que leurs parents attendent un soutien. Peut-être se sentent-ils comparés à leurs frères et sœurs ou à des connaissances. Peut-être sentent-ils que leur réalité économique ne correspond pas aux attentes de la génération précédente. En Europe, où les prix des loyers augmentent et les salaires stagnent souvent, la situation financière des jeunes familles est rarement sereine. Celui qui ressent alors un déficit dans la conversation avec ses parents se retire intérieurement. Une meilleure approche ne consiste pas à taire les problèmes, mais à changer le niveau de la conversation. Au lieu d'exiger des chiffres, les parents peuvent exprimer directement leurs véritables préoccupations. Ce qui m'importe, c'est que tu ailles bien. Ou j'espère que vous ne vous surmenez pas. Ainsi, la porte reste ouverte, sans créer de pression. Si votre enfant a réellement besoin d'aide, il prendra l'initiative. Faites confiance qu'il trouvera le courage dès qu'il sentira qu'aucune attente cachée ne se cache derrière vos mots. Une phrase que vous pouvez essayer dès aujourd'hui est « Pour moi, l'essentiel est que tu sois en bonne santé et heureux. Si les choses deviennent difficiles un jour, tu
Tu peux toujours me contacter. Cette phrase dit la même chose que l'ancienne question, mais sous une forme qui ne juge pas, mais soutient. Elle donne de la liberté, sans se décharger de la responsabilité. Essayez-le lors du prochain appel. Vous remarquerez à quel point l'atmosphère se détend. Vous vous demandez peut-être, mais ne vais-je pas perdre le contrôle? La réponse est non. Vous échangez le contrôle contre la confiance. Cela peut être inhabituel, mais c'est la base pour que les enfants s'ouvrent vraiment. Et quand ils s'ouvrent, vous en apprenez souvent plus qu'avec 10 questions d'enquête. Le deuxième principe est: abstenez-vous de poser des questions sur le mariage, le partenariat ou les enfants. Ces sujets sont profondément liés aux émotions, non seulement pour les parents, mais aussi pour les enfants eux-mêmes. En Europe, l'image de la famille a fortement évolué. Beaucoup se marient plus tard. Certains décident consciemment de ne pas le faire. Et la décision d'avoir ou non des enfants est souvent liée à des questions économiques ou de santé. Ce qui pour les parents semble être un signe d'intérêt peut sonner pour les enfants comme une piqûre lancinante. Quand vas-tu enfin te marier? Y aura-t-il bientôt des petits-enfants? Ces phrases atteignent rarement leur cible comme elles sont censées le faire. Prenons la situation d'une mère à Vienne qui demande à sa fille à chaque fête de famille: « Et, tu as déjà trouvé quelqu'un ?» Pour la fille, ce n'est pas une conversation amicale, mais un rappel répété de quelque chose qui lui est déjà difficile. Peut-être n'a-t-elle pas encore trouvé le bon partenaire, peut-être jouit-elle de son indépendance, peut-être lutte-t-elle intérieurement avec une expérience décevante. Avec chaque répétition, la pression augmente et l'affection se transforme en honte. Beaucoup de jeunes adultes réagissent à cela par le retrait, moins de visites, des appels téléphoniques plus courts, parfois même des pauses de contact. La prudence est également de mise avec les enfants mariés. Un couple à Milan, tous deux actifs professionnellement, entend à chaque visite la question: « Quand viendra le deuxième enfant ?» La belle-mère est bien intentionnée, mais le couple se sent incompris. La charge économique est élevée. La conciliation de la vie professionnelle et familiale est déjà difficile. La question d'un autre enfant ne sonne pas pour eux comme un intérêt, mais comme une attente. La conséquence? Au lieu de parler de leurs soucis, ils esquivent et se retirent intérieurement. Comment faire autrement? Au lieu d'insister sur les étapes importantes, les parents peuvent valoriser la vie dans l'ici et maintenant. Raconte-moi ce qui te fait plaisir dans ton quotidien. Ou je m'intéresse à ce qui te préoccupe en ce moment. Ainsi, l'attention se déplace des normes sociales vers l'expérience individuelle. Pour les enfants, c'est un grand soulagement. Ils sentent qu'ils ne sont pas jugés, mais accompagnés. Une phrase simple que vous pouvez utiliser dans de tels moments est: « Tes décisions t'appartiennent. Pour moi, l'important est que tu te sentes bien avec elles. » Cette phrase exprime ce qui vit de toute façon dans le cœur de nombreux parents, le désir de bonheur pour leur enfant. Mais elle le dit sous une forme qui n'exige pas, mais laisse de l'espace. Et dans cet espace naît la chance que les enfants racontent d'eux-mêmes, une relation qu'ils commencent ou des projets qu'ils ne voulaient pas encore partager. La proximité ne grandit pas par la pression, mais par la patience. Vous vous souvenez peut-être de votre propre jeunesse. À cette époque aussi, il y avait des sujets sur lesquels vous ne vouliez pas être pressé. C'est précisément ce souvenir qui peut aider à tenir sa langue au bon moment. Et si la joie d'un petit enfant ou d'un mariage arrive un jour, elle ne sera pas moins grande, mais encore plus sincère,
car elle sera partagée volontairement. Le troisième principe concerne le travail. Les parents ont souvent tendance à s'informer intensivement sur le parcours professionnel de leurs enfants. Quand seras-tu promu? Comment est ton chef? As-tu déjà pensé à changer d'emploi? Ces questions semblent anodines, mais elles comportent un grand danger. Elles peuvent donner le sentiment que sa propre vie est constamment sous observation, qu'il faut montrer des succès pour obtenir de la reconnaissance. Pour beaucoup d'enfants adultes, le travail est de toute façon source de stress, de longues heures, des attentes élevées, des contrats incertains. Si en plus, une forme de contrôle transparaît dans la conversation avec les parents, la fatigue intérieure augmente. On peut l'imaginer en images. Une plante pousse à son propre rythme. Si on la déterre tous les jours, elle perdra de sa force au lieu de prospérer. Il en va de même pour le développement professionnel. Les parents souhaitent la sécurité pour leurs enfants, mais trop de questions ressemblent à des interventions constantes dans un jardin qui n'a besoin que de calme et de soleil. Les enfants entendent entre les lignes « Es-tu assez bon? Ton chemin est-il suffisant ?» Au lieu de la confiance, ils ressentent du doute. Un exemple des Pays-Bas. Un jeune homme travaille en freelance, trouve de la joie dans la liberté et les projets. Mais sa mère demande constamment « Un emploi fixe ne serait-il pas plus sûr? Comment vas-tu assurer ta retraite plus tard ?» Pour le fils, cela sonne comme de la méfiance, même si la mère ne veut exprimer que son inquiétude. Il répond plus brièvement, esquive le sujet. Ce n'est que lorsqu'elle a commencé à dire des phrases comme « Je trouve ça formidable que tu suives ton propre chemin » qu'il s'est de nouveau ouvert et a raconté ses succès. La leçon est la suivante. La confiance remplace le contrôle. Bien sûr, les parents ont le droit de prendre part, mais la manière dont ils le font est décisive. Au lieu de sonder la performance, ils peuvent valoriser l'expérience vécue. Une phrase comme « Je suis content que tu puisses t'épanouir dans ton travail ». Si tu veux en parler un jour, je suis là, offre un soutien sans exercer de pression. Ainsi, les enfants ne se sentent pas jugés, mais compris. Parfois, un petit changement de formulation suffit à rendre la différence perceptible. Quand seras-tu promu? Devient « Qu'est-ce qui t'a fait plaisir au travail dernièrement? Ne devrais-tu pas changer d'entreprise? Devient « Je suis confiant que tu prends les bonnes décisions pour toi. » Ces tournures montrent du respect pour l'autonomie. Et c'est précisément ce respect qui est le fondement sur lequel les enfants adultes sont prêts à partager davantage, et non moins. Celui qui se souvient que la confiance est comme l'eau qui s'infiltre lentement dans le sol comprend. La patience est la meilleure nourriture pour une relation. Les questions qui favorisent la croissance commencent par l'intérêt, pas par le jugement. Et c'est cette attitude qui maintient les relations vivantes, même à travers les générations. Nous allons maintenant voir à quel point les conversations peuvent changer lorsque les parents appliquent les 3 principes. Imaginez une mère à Munich dont la fille ne décrochait presque plus le téléphone. La mère avait posé des questions sur l'argent, les projets d'avenir et les détails du travail à chaque conversation. À un moment donné, la fille a raccourci les conversations à quelques minutes. Un rideau invisible était tombé entre elles. Mais un jour, la mère a décidé de changer quelque chose. Elle a abandonné les vieilles questions et a commencé une conversation par « Qu'est-ce qui t'a fait sourire cette semaine ?» Ce n'était qu'une petite phrase, mais elle a ouvert une nouvelle porte. La fille a hésité un instant, presque surprise.
Puis elle a raconté une excursion au lac, un moment où elle s'était sentie libre. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne parlait plus en termes de devoir, mais en termes de sentiments. La conversation a duré plus longtemps que d'habitude. Et à la fin, elle a dit « Maman, ça m'a fait du bien ». Les semaines suivantes, ce schéma s'est répété. Au lieu de fouiller dans les finances ou les plans, la mère a posé des questions sur les expériences. Y a-t-il quelque chose qui t'a rendu fier au travail? Ou avec qui as-tu ri de bon cœur dernièrement? La fille a commencé d'elle-même à partager des sujets plus difficiles, des préoccupations concernant sa situation professionnelle, aux doutes sur sa relation. Un autre exemple, un père en Belgique était habitué à demander à son fils des nouvelles de ses promotions et de sa carrière. Le fils éludait, était irrité. Mais le père a changé d'approche. Il a dit « J'admire ton engagement. Je veux juste savoir comment tu te sens. » La réaction a été étonnante. Le fils a soudainement parlé du stress, mais aussi des succès qu'il avait eus auparavant. Il a même partagé son idée de peut-être travailler 1 an à l'étranger. Ce qui avait auparavant ressemblé à un mur s'est transformé en une fenêtre. Ces moments avant-après montrent que la proximité n'est pas forcée, mais grandit lorsque la pression disparaît. Les parents qui n'interrogent pas leurs enfants, mais les accompagnent, voient la confiance revenir. Et le plus beau, l'aide devient possible lorsqu'elle est nécessaire. À Munich, la fille a dit un jour « Maman, je ne sais pas si je dois changer de travail. Est-ce que je peux t'en parler ?» Ce n'était pas un appel à l'aide par contrainte, mais par liberté. C'est précisément là que réside la force d'une nouvelle culture de la conversation. Le message est clair. Ce n'est pas le nombre de questions qui décide, mais la direction. Loin du statut, vers l'âme. Loin du devoir, vers le droit. De ce changement naît ce que de nombreux parents désirent, de vraies conversations, qui durent plus de 5 minutes et dans lesquelles les enfants ouvrent volontairement leur monde. Mais que se passe-t-il si nous ne respectons pas ces principes? Les conséquences sont souvent invisibles, mais profondes. Si les parents posent constamment des questions sur les revenus, le mariage ou la carrière, une distance silencieuse s'installe. Les enfants adultes se sentent interrogés comme lors d'un examen oral, sans jamais savoir s'ils vont réussir. Ce sentiment ronge l'estime de soi. Au lieu de la chaleur, ils ressentent de la tension. Au lieu de la proximité, naît le besoin de se protéger. Beaucoup ont alors recours à de courtes réponses standards. Tout va bien, ça va, rien de nouveau. Derrière ces phrases ne se cache pas l'indifférence, mais l'autoprotection. Psychologiquement, il se passe ceci. L'enfant vit les questions comme un miroir dans lequel il voit des défauts. Je ne gagne pas assez. Je ne suis pas encore marié. Je suis à la traîne professionnellement. Même si les parents ne veulent que prendre part, cela donne l'impression que quelqu'un met en lumière les faiblesses avec une loupe. À la longue, cela conduit au repli. Les appels téléphoniques deviennent plus courts, les visites plus rares. Certains enfants vont même jusqu'à n'apparaître qu'aux rendez-vous obligatoires comme Noël. Le prix à payer est élevé. Les parents se sentent rejetés, les enfants se sentent incompris, et les deux parties souffrent. La situation devient encore plus délicate lorsque des comparaisons entrent en jeu. Si un frère ou une sœur semble plus réussi, les autres entendent les questions 2 fois, non seulement comme une préoccupation, mais comme une compétition. Pourquoi mon frère réussit-il ce que je ne réussis pas? De telles comparaisons tacites peuvent peser sur le lien entre frères et sœurs
et rallumer d'anciennes rivalités. Ce qui a commencé comme une curiosité affectueuse se termine par la méfiance et la honte. L'atmosphère familiale générale change également. Les fêtes, qui devraient normalement apporter de la joie, deviennent des scènes de justification. Les enfants rentrent chez eux avec le sentiment d'avoir échoué. Les parents, quant à eux, se demandent pourquoi leurs efforts sont accueillis avec froideur. Un cercle vicieux se crée, dont il est difficile de sortir pour les deux parties. Certains parents réagissent en posant encore plus de questions, dans l'espoir de briser le silence, et aggravent ainsi précisément le problème. Il est important de comprendre, cette dynamique ne naît pas parce que les parents aiment mal, mais parce que le langage de l'amour ne correspond pas à la réalité de la vie. Dans un monde où les jeunes adultes suivent des chemins diversifiés, les anciens schémas de questionnement ne sont souvent plus utiles. Celui qui s'y accroche risque non seulement des conversations superficielles, mais à long terme aussi des ruptures de confiance. Et celles-ci sont difficiles à guérir lorsqu'elles se sont développées sur des années. C'est pourquoi il est crucial de réagir tôt, non pas avec des sentiments de culpabilité, mais avec la volonté de réfléchir à son propre comportement. La bonne nouvelle est, même de petits changements sont efficaces. Mais avant d'examiner les étapes pratiques, retenons ceci. Les mauvaises questions ne sont pas anodines. Elles peuvent éroder le fondement d'une relation. Celui qui comprend cela saisit pourquoi il est si important de changer délibérément la direction de la conversation. Comment réagir concrètement si l'on remarque que les conversations avec ses propres enfants deviennent de plus en plus courtes? Il ne faut pas de théorie compliquée, mais des étapes simples que vous pouvez essayer dans les prochaines 24 à 72 heures. Première étape. Changez la première question. Au lieu de commencer par « Comment va le travail ?» ou « As-tu déjà ?» Essayez avec « Qu'est-ce qui t'a fait plaisir aujourd'hui ?» ou « Y a-t-il quelque chose qui t'a surpris ?» La première question donne le ton. Si elle sonne comme un examen, l'enfant se replie. Si elle est ouverte et chaleureuse, un espace se crée. Deuxième étape, autorisez les pauses. De nombreux parents comblent immédiatement chaque silence par de nouvelles questions. Or, le silence ne signifie pas un désintérêt, mais souvent une réflexion. Si vous attendez un peu après une question ouverte, vous donnez à votre enfant la liberté de parler de lui-même. Cette petite pause signale le respect. Je ne te presse pas, j'ai le temps pour ta réponse. Troisième étape, utilisez des marqueurs d'écoute. Un simple « je comprends » ou « ça a l'air intéressant » suffit souvent pour montrer que vous êtes présent. Vous n'avez pas à suggérer une solution, ni à donner une analyse. Les enfants, même adultes, veulent souvent juste être écoutés. Le sentiment d'être pris au sérieux pèse plus que n'importe quel conseil. Quatrième étape, maintenez l'équilibre entre les questions et le partage. N'hésitez pas à raconter vous-même une petite anecdote. J'étais au parc aujourd'hui. Les couleurs d'automne étaient magnifiques. De tels mini-récits invitent votre enfant à partager également quelque chose de personnel. La conversation n'est pas un interrogatoire, mais un échange. Un court exemple de dialogue montre la différence. Ancienne variante. Parents. As-tu encore fait des heures supplémentaires? N'est-ce pas trop? Enfant. Ça va. La conversation s'interrompt. Nouvelle variante. Parents. Comment te sens-tu après cette longue semaine? Enfant. Épuisé. Mais j'ai réussi quelque chose hier dont je suis fier. Parents. Ça a l'air important. Raconte-moi davantage. Un deuxième exemple.
Ancien? Parent? Quand te maries-tu enfin? Enfant? Aucune idée. Contrarié, se retire. Nouveau, parent. Je te souhaite de trouver quelqu'un qui te rende heureux. Comment va ta vie en ce moment? Enfant? En fait, plutôt bien, j'ai rencontré quelqu'un, on verra ce que ça donne. Voyez-vous comment la direction de la conversation change? C'est le même désir de proximité, mais enveloppé de mots qui ne construisent pas de murs, mais jettent des ponts. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une seule de ces techniques dans les jours à venir, vous remarquerez probablement déjà un petit changement. Un appel téléphonique plus long, un sourire dans la voix, peut-être même un partage volontaire d'un sujet délicat. C'est précisément là que réside la force des petits pas. Si nous résumons les idées précédentes, 3 vérités simples se dégagent. Premièrement, au lieu de juger, les parents devraient comprendre. Les questions sur le revenu, le mariage ou la carrière sonnent comme des tests. Mais ce dont les enfants ont besoin, c'est d'une résonance à leur vécu. Deuxièmement, le rythme appartient aux enfants. Les parents ne peuvent pas forcer l'accélération de certaines étapes de vie. Celui qui fait preuve de patience montre de la confiance, et cette confiance même ouvre les portes à des conversations honnêtes. Troisièmement, les conseils deviennent résonance. Les enfants ne veulent pas toujours des solutions, mais le sentiment que quelqu'un écoute et comprend. 1. Ça a l'air difficile et souvent plus salutaire qu'une longue liste de conseils. Les 3 zones taboues, l'argent, le partenariat et la profession, ne sont pas des interdictions, mais des indications de domaines sensibles. Celui qui insiste avec pression y récolte le silence. Celui qui, en revanche, laisse de l'espace, constate que les enfants partagent volontairement plus que ce qu'on aurait pu leur demander. Ainsi naît un nouveau climat de conversation. Moins de devoirs, plus de confiance. Et la confiance n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une attitude. Elle grandit lorsque les parents lâchent prise sans devenir indifférents, lorsqu'ils posent des questions sans juger, lorsqu'ils sont là sans presser. Peut-être avez-vous remarqué en écoutant comment certaines de vos propres conversations se reconnaissent. Avez-vous déjà reçu un bref « tout va bien » alors que vous auriez en fait souhaité de la proximité? C'est précisément à ce moment-là qu'il vaut la peine de repenser l'orientation des questions. Car de petites formulations font la différence. Au lieu de chercher des chiffres et des dates, demandez des humeurs et des expériences. Au lieu de forcer des réponses, donnez le temps dont les enfants ont besoin. Ainsi, les points les plus importants peuvent être résumés. Juger crée de la distance, la patience bâtit la confiance, et l'écoute renforce le lien. Celui qui garde ces 3 phrases dans son cœur a déjà compris l'essentiel. Au final, la question cruciale demeure. Que souhaitez-vous laisser en héritage? Une série de conversations qui ressemblent à de petits examens ou des souvenirs de rencontres pleines de chaleur et de confiance? Si vous commencez aujourd'hui à changer l'orientation de vos questions, vous posez la première pierre pour la seconde option. Vous offrez à votre enfant non seulement la tranquillité, mais aussi la liberté de s'ouvrir sans se sentir jugé. Et vous-même gagnez quelque chose d'aussi précieux. Des conversations qui durent plus longtemps, sont plus honnêtes et vous donnent le sentiment de vraiment participer à la vie de vos enfants. Imaginez que votre fils ou votre fille appelle de son propre chef, non par obligation, mais par désir de partager quelque chose. Imaginez que les fêtes de famille se déroulent plus facilement, sans que personne ne lève des murs intérieurement.
Imaginez que même les sujets difficiles ne soient ne soient plus contournés, mais puissent être abordés dans un climat de confiance. Tout cela est possible, non par de grands gestes, mais par de petits changements conscients dans votre langage. Demandez-vous, quelle formulation puis-je essayer dès le prochain appel? Quelle vieille habitude puis-je laisser tomber aujourd'hui pour faire de la place au nouveau? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec d'autres. Chaque expérience peut donner du courage à quelqu'un d'autre pour essayer. Et si vous avez l'impression que ces impulsions ont été utiles, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à partager la vidéo. Car plus il y a de familles en Europe qui apprennent à parler avec respect et patience, plus les liens entre les générations seront forts. Prenez ce chemin comme une invitation. La confiance plutôt que le contrôle. L'écoute plutôt que l'interrogatoire. La proximité plutôt que la distance. Il n'est jamais trop tard pour trouver de nouveaux mots qui ouvrent des portes. Et celui qui a une fois expérimenté comment une conversation passe d'un appel obligatoire à une véritable rencontre sait, ce petit pas est un grand cadeau pour les parents et les enfants.